Avec les requins pour tenter de mieux comprendre le comportement de ces squales et pour mieux débattre ce soir avec nous sur ce plateau, Jean Rassiga, père d'Alexandre Rassiga, jeune surfeur tué par un requin le 23 juillet 2012. Bonsoir, monsieur Rassiga. Merci d'avoir accepté de témoigner sur notre plateau. Antonin Blaison, jeune scientifique réunionnais, nous vous avons vu dans ce documentaire. Vous participez aux actions de l'IRD. Bonsoir. Bonsoir. Jean-François Nativel, secrétaire d'Océan Prévention à Réunion. Géry Van Grevelingue, cofondateur de l'association Squalidé. Thierry Martineau, délégué au sport à la mairie de Saint-Paul et accessoirement surfeur. Enfin, il représente l'État dans ce dossier. Nicolas Lobianic, directeur du CROSS, le Centre régional de surveillance et de sauvetage en mer, est avec nous en direct de la base navale du port. Le CROSS est en partie en charge la gestion de cette crise requin. Messieurs, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pour ouvrir ce débat, nous prenons la direction de notre régie. Bonsoir, Laurence Tiensiopo. Faire ce débat sans donner la parole aux Réunionnais, c'était pour nous inconcevable. Grâce à vous, ils prendront donc la parole ce soir via les réseaux sociaux. Déjà des réactions, Laurence? Bonsoir Valérie, bonsoir à tous. Sur les réseaux sociaux, il y a un point qui fait unanimité, c'est la qualité, le caractère inédit des images de cette enquête. Pour le reste, le débat a déjà commencé. Il y a ceux qui relèvent le caractère objectif de cette enquête, un reportage sans parti pris qui répond à un certain nombre de questions, nous dit Arnaud sur Facebook. Et puis il y a ceux qui trouvent que le chemin suivi par Rémi Tézier et Laurent Bouvier est très proche de celui des scientifiques. Certains sont plutôt d'accord, comme Laura, qui nous dit qu'il faudrait que la nature retrouve l'équilibre que l'homme a brisé. Et puis d'autres comme Alexis interrogent, marquer et relâcher de grands requins côtiers près des plages, science ou complicité d'homicide. J'attends vos réactions, vos idées de solutions, même sur la page de Réunion Première, sur Facebook, sur Twitter, avec le hashtag ESRun. Merci Laurence, on vous retrouvera donc tout au long de ce débat. Monsieur Rassiga, le mois prochain, cela fera 2 ans que vous avez perdu votre fils. 2 ans après, dans quel état d'esprit êtes-vous? Dans un état d'esprit d'incompréhension, toujours. De la disparition, elle semble pour vous 2 ans. Moi, j'ai l'impression que c'était hier. J'ai pas de haine particulière envers qui que ce soit. Je demande juste que les gens n'aillent pour l'instant plus dans l'eau. Enfin, ça serait bien que le temps que les scientifiques, les spécialistes trouvent les vraies raisons de l'évolution des attaques, pourquoi tout a changé ces dernières années. Moi, c'est mon message. Et c'était déjà le message que vous faisiez passer au lendemain du drame. Ouais. 2 ans après, avez-vous l'impression que les choses ont bougé, que les choses ont avancé? Oui, ça avance, il y a plus d'études, il y a plus de... il y a des débuts de solutions, on invente des systèmes de répulsifs, ou il y a des monsieur qui suivent les requins depuis 3 ans maintenant, je crois. Pour nous aider à mieux comprendre le comportement des squales. Voilà, mais en même temps, le message qui doit être passé en parallèle, c'est que tant que tous ces gens-là n'ont pas vraiment une solution... qui amènerait un risque équivalent à 0, le mieux c'est de ne pas retourner surfer. Voilà. Jean-François Nativel, est-ce que ce film vous a appris des choses? Alors tout d'abord, je souhaite présenter mes condoléances donc à l'ensemble des personnes qui sont touchées par ce drame, Monsieur Rassiga et tous les autres, parce que avant toute chose, il ne faut pas que les gens oublient que derrière ce beau film, il y a des drames humains qui se jouent et certaines personnes tendent à l'oublier. Donc on a appris des choses forcément, vu qu'on a eu enfin accès à des données qui nous étaient totalement inaccessibles à personne, hein, ces données-là, donc qu'on a vues là dans le document. Donc pour nous, effectivement... Donc déjà ça, c'est un bon point. Ah, c'est un point exceptionnel, effectivement. Enfin, on a accès à quelques données. Voilà. Donc ça, c'est... Donc vous saluez le travail des scientifiques? Non, je salue la qualité des images, l'exclusivité des images qui ont été produites. Bon, il faut savoir qu'effectivement, donc ces images ont été données par l'IRD avec une exclusivité. Hein. Je citerai un journaliste d'une autre chaîne concurrente nationale qui avait voulu monter sur un bateau il y a 1 an et demi de ça. On lui avait dit non, pas question. Personne d'autre que M. Rémi Tézier avait le droit de filmer toutes ces images de l'IRD, et c'est à lui qu'on a donné aussi toutes ces images exclusives sous la ferme aquacole et qui sont remarquables. Hein. Donc forcément, voilà, c'est...
Antonin Blaison, on vous a donc beaucoup vu dans son documentaire. Vous êtes un peu l'homme de terrain de l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement. Un autre spécialiste est à vos côtés. Il s'agit de Monsieur Géry Van Greveling. À tous les deux, nous allons poser des questions concrètes, puisqu'on en sait maintenant un peu plus sur les squales, sur leur comportement, sur leurs habitudes aux abords de nos côtes. Le film nous montre que les requins partent et reviennent autour de la Réunion. Je vous pose une question. On l'a vu cet après-midi sur les réseaux sociaux. Est-ce que les requins ont colonisé nos côtes? Non, alors ce que nous on a découvert, c'est que effectivement les requins à la côte, donc ça veut dire qu'on ne sait pas, une fois qu'ils sont pas détectés à la côte, on ne sait pas où ils sont, mais on sait qu'à la côte ils ont une présence saisonnière, c'est-à-dire qu'ils ont une présence plus forte en hiver qu'en été, ce qui ne veut pas dire qu'en été on n'a pas de détection, mais qu'on a un pic de détection qui est concentré vraiment sur la période hivernale. Donc cette période. Voilà. Monsieur Van Greveling, est-ce que les requins sont plus nombreux en ce moment? Est-ce que vous avez des chiffres? Évidemment non. Personnellement, j'ai pas de chiffres concernant l'effectif de la population des requins qui nous intéressent, les requins bulldog en l'occurrence. Par contre, les travaux antérieurs avaient été faits en termes d'accidentologie concernant l'enregistrement des données inhérentes aux attaques de requins, leur date de survenue, etc. Et ces données sont concordantes avec les données qui sont issues de l'étude Shark, à savoir la saisonnalité des attaques de requins, l'implication du requin bulldog, sa fréquence à la côte supposée, son implication dans les attaques. Tout ça va dans le même sens. Donc le faisceau de présomption se confirme. Et donc ça me rassure puisque je pense qu'on ne s'était pas trompé. Les requins bulldog sont présents dans quel pourcentage des attaques à La Réunion? Déjà combien d'attaques depuis le début de cette crise? Pour faire un point sur les chiffres si on prend une date à T0, si je puis dire, l'année la plus sombre, l'année 2011, d'après mes chiffres, on serait à 15 attaques. Peut-être 16 si un dernier cas est confirmé. Combien d'attaques mortelles? On est à 5 attaques mortelles si mes souvenirs sont bons, avec aussi 3 attaques gravissimes qui se sont soldées par des amputations. Donc des chiffres qui sont spectaculaires et qui sont sans précédent, hein, puisque quand on compare aux séries qui ont été publiées à l'étranger, on a effectivement le record du monde de la fréquence des accidents ces 3 dernières années au kilomètre de littoral, et on a aussi le triste record de la gravité, puisqu'on a une mortalité d'environ 30 à 40%, 39% exactement pour ces 3 dernières années. Ce qui est vraiment un record, un triste record. Requin bulldog impliqué dans combien de ces attaques? Sur les 3 dernières années, je pense que la totalité des attaques sont implicables au requin bulldog. Antonin Blaison ou Géry Van Greveling, je vais vous poser cette question. Est-ce qu'il y a plus d'attaques à La Réunion qu'ailleurs? Puisqu'on a quand même l'impression qu'on parle beaucoup de notre île comme l'île aux requins. Alors est-ce que ce surnom est justifié? Est-ce qu'il n'y en a plus qu'ailleurs depuis 2011, qui est apparemment une année noire à l'échelle mondiale? D'après mon point de vue, oui. L'année 2011 a été l'année la plus sombre, mais il ne faut pas oublier que depuis 30 ans, un recensement est mené concernant ces événements. Et depuis 30 ans, on a une fréquence globalement d'une attaque par an, ce qui est déjà en soi une fréquence assez élevée, mais qui a été considérée jusqu'à présent comme acceptable ou supportable. Je ne sais pas quel est le terme qu'on peut utiliser, mais en tout cas qui a été accepté grosso modo partout sans qu'aucun programme de prévention particulier ne soit lancé, ni aucune étude particulière ne soit financée. À partir de l'année 2011, tout bascule avec 7 attaques, si mes souvenirs sont bons, cette année-là. 2 attaques mortelles, et puis un phénomène inattendu, c'est une concentration des événements sur une zone de la côte qui était jusqu'à présent relativement préservée, qui est la côte ouest, la zone balnéaire où se pratiquent toujours des activités de surf et jusqu'à présent dans des conditions de sécurité maximale. Thierry Martineau, délégué au sport à la mairie de Saint-Paul, ville qui est très touchée, très concernée par cette crise requin. Quelle est votre réaction à tout ce qui vient d'être dit? Mais déjà, je voudrais vous remercier pour votre invitation. Et comme vous le savez, lors des dernières municipales, la commune de Saint-Paul a changé donc de maire. Monsieur Joseph Sinimalé, la crise requin a fait couler beaucoup d'encre.
et malheureusement beaucoup de sang. Et donc c'est un sujet qui, vous l'imaginez bien, lui tient vraiment à cœur. Concrètement, nous, sur la commune de Saint-Paul, on est vraiment impacté parce que par rapport aux activités nautiques qui se déroulent beaucoup sur la commune de Saint-Paul, sur les plages de l'ouest de Saint-Paul. Que dire, il faudrait vraiment qu'on arrive à trouver des solutions. Et vous y travaillez Tout à fait. Vous y travaillez, puisque Oui. effectivement, l'équipe de Joseph Sinimallé a fondé une bonne partie de sa campagne sur ce thème, cette gestion de la crise requin. C'est vrai que les municipales, ce n'était qu'en mars dernier, mais depuis, qu'est-ce qui a été fait concrètement? Alors, donc, Monsieur Sinimallé, notre maire, a mandaté Monsieur Patrick Flores, qui est l'adjoint chargé aux activités nautiques sur la commune de Saint-Paul, pour essayer de trouver des solutions on va dire, concrètes pour réduire le risque requin. On parle de risque requin, il ne faut pas oublier qu'on parle vraiment plutôt de risque requin bulldog et tigre, parce que c'est pas, on parle bien de requin bulldog et tigre. Antonin Blaison, la recherche avance, les études progressent. Quel profil pour ces prédateurs, pour ces squales, déjà concernant leur taille? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, dans le cadre de Shark et après, dans le cadre d'une association avec le CRESM et la Ligue de surf, on a marqué 39 requins bulldogs. Alors après, si on s'intéresse un peu aux caractéristiques de ces individus, on a 95% de ces individus qui sont adultes et qui font 3 mètres ou plus. Donc ça, c'est assez étonnant parce que la moyenne générale de la taille des populations adultes dans le monde pour les requins bulldogs est aux alentours de 2,50 m, tandis qu'ici, à La Réunion, on a des requins qui, en moyenne, font 3 mètres. Donc on a une population qui est beaucoup plus grande que ce qu'on peut observer ailleurs. Là, c'est pas la première plus grande population au niveau de la taille. La première, elle est au Costa Rica, où la moyenne des requins bulldogs observés fait 4 mètres. Mais on a quand même une des plus grosses populations de requins bulldogs. C'est des individus, du coup, qui, si on se rapporte pour donner une idée de l'âge, qui ont entre 15 et 20 ans. Donc voilà, pour le profil de ces prédateurs, le profil de ces squales, on a compris une taille moyenne à La Réunion du requin bulldog supérieure à la taille moyenne mondiale, plus d'attaques dans notre île. Nous allons prendre la direction du port où nous avons en direct Nicolas Le Bianic, directeur du CROSS. Monsieur Le Bianic, on a vu le film, on a entendu ces dernières précisions. Est-ce que, d'après vous, quel est le principal facteur responsable de cette recrudescence des requins à La Réunion? Alors, c'était tout l'objet de l'étude Shark. C'était bien d'identifier les facteurs qui expliquent la recrudescence des attaques et effectivement leur concentration importante depuis 2011. Donc, on a des débuts de réponses qui sont apportés par l'étude Shark. J'en profite pour saluer le travail qui a été fait par la communauté scientifique en appui des autorités publiques. À l'évidence, sur ce sujet du risque requin, on doit avancer avec la science, avec un objectif de sécurisation. On ne doit pas raisonner en termes d'opposition de la science et de la sécurisation, mais de complémentarité. Donc je crois qu'on a vraiment un effort de compréhension collectif à faire de ce point de vue-là pour bien comprendre à la fois le rôle des uns et des autres et les attentes très légitimes des usagers de la mer aujourd'hui pour pouvoir accéder dans de bonnes conditions de sécurité aux espaces maritimes. Monsieur Le Bianic, les causes aujourd'hui, oui. Les résultats des études commencent à tomber. La réserve marine responsable, oui ou non, selon vous? Alors la question, effectivement, elle est abordée dans le reportage. Donc je crois qu'on a aujourd'hui un certain nombre d'éléments qui démontrent que la réserve marine, en tout cas sous l'aspect des populations de poissons qui la composent, ne constitue pas un facteur. Il y a certainement des aménagements de la réserve marine également envisagés. Un plan de gestion peut-être qui intègre mieux cette dimension du risque requin, puisque la réserve marine
règle un certain nombre et réglemente un certain nombre d'usages. Donc on peut certainement assouplir certains points pour que effectivement des activités nautiques puissent, dans le cadre particulier qui est le nôtre, avoir lieu au sein de la réserve marine avec ce risque requin. Jean-François Nativel, une réaction? J'ai plusieurs réactions. Donc je vais peut-être d'abord revenir sur les propos de M. Grelvin, donc qui nous a quand même, je ne sais pas si les gens ont bien compris, qui nous a dit qu'on avait quand même le record mondial en densité et en nombre d'attaques mortelles et attaques graves. Donc ça, c'est une réalité. Les gens, je suis pas sûr qu'ils ont compris, parce qu'énormément de gens dans le discours d'hommes politiques ou de personnes qui s'expriment, ils utilisent toujours l'argument en disant oui, mais il y a des attaques un peu partout dans le monde. Il faut savoir qu'à La Réunion, la situation est exceptionnelle. Je vous donnerai un exemple. Les États-Unis, 320 millions de personnes. Il y a eu 1 mort en 2013, 1 mort en 2012, 0 en 2011, en comptant Hawaï, Bahamas et Porto Rico. Donc rien que pour vous donner cette idée-là. Ensuite, bon, monsieur Blaison, qui a vu tous ces requins, nous a confirmé aussi qu'on a des requins énormes. Donc alors de 3 mètres de moyenne, c'est un petit peu en dessous, il me semble. Et puis pour le Costa Rica, excusez-moi, 4 mètres de moyenne, ça me semble beaucoup. C'est plutôt 4 mètres maximum qui aurait convenu. On a donc des éléments extrêmement graves. Et là, on vient de voir donc quelque part pour nous, association, une ode à la recherche scientifique. Et on ne peut que se poser la question, jusqu'à quand on va continuer à regarder comme ça des gens qui attrapent des monstres marins énormes, inégalés partout dans le monde, on les relâche devant les plages et après on montre en vidéo des êtres humains se faire manger et tout le monde trouve normal en disant « Oh, c'est beau la science parce qu'on a des images inédites et parce qu'on a cette sensation de contrôle, parce qu'on voit des requins se déplacer, on se dit « Qu'est-ce qu'on a appris avec la science ?» Là, on a marqué encore 3 requins tigres hier. Jusqu'à quand on va continuer ainsi ? Vous l'avez dit vous-même en début de ce débat, Monsieur Nativel, ce documentaire vous a permis d'apprendre des choses. Je vous repose cette question pour vous. Est-ce que la réserve marine a une part de responsabilité? Les études disent non. Nous venons d'entendre la réaction de Nicolas Lobianic. Je vous demande simplement votre Il faudrait que les scientifiques aient un minimum d'honnêteté. Si vous regardez le programme Shark, ce qui est mis en avant, c'est tout sauf la réserve marine. Parce que pourquoi, madame? Quand on est dans une île avec un biotope exceptionnel, quand on est dans une île où on a arrêté de pêcher le requin depuis 99, quand on est dans une île où historiquement on a cette population de requins dangereux, eh ben forcément vous mettez une réserve marine au cœur d'une zone balnéaire, eh ben on se retrouve avec une catastrophe, un drame inégalé jusqu'à présent. C'est une honte, cette réserve marine, pour ce qu'elle a produit par ses effets pervers. Vous avez vu dans le reportage, je me suis opposé au moment où il y a eu l'altercation sur la réserve marine. Et comment dire, maintenant, il y a des aménagements qui sont nécessaires. On ne peut pas continuer indéfiniment comme ceci. La Réunion a besoin du nautisme. Et là, là, on est dans une impasse totale. Et je finirai juste sur une chose. Ils le savent très bien, les scientifiques. Vous pouvez demander à M. Blaison, le document de 2000 qui est sorti de Séverin, l'étude biographique qui explique que quand on met en place une réserve marine, on a une augmentation du nombre de prédateurs. On a donc soit mérou ou autre. Les requins aussi bénéficient des réserves marines. On a un effet de désinhibition vis-à-vis de l'homme. L'étude dit que ça autorise des comportements qui avaient disparu. On a un effet refuge de ces prédateurs. Je ne parle même pas d'effet attractif par la nourriture elle-même. Et on va laisser Antonin Blaison répondre. Votre réponse, s'il vous plaît. Moi, j'ai pas envie de trop répondre sur la question de la réserve. Moi, je veux juste rappeler le rôle de l'étude Shark, qui n'était pas de mettre en cause ou pas la réserve, mais plus d'étudier le comportement de ces requins potentiellement dangereux sur l'ensemble de la côte ouest. Donc pas seulement dans la réserve, mais sur l'ensemble de la côte ouest, c'est-à-dire du port jusqu'à Saint-Pierre dans un premier temps, et après, dans un deuxième temps, on a rajouté des stations d'écoute, donc capables de détecter les requins marqués sur Sainte-Marie et Sainte-Rose, pour voir le déplacement de ces requins à l'échelle de la Réunion. Après, pour revenir sur le fait d'avoir marqué justement ces requins potentiellement dangereux, c'est une étude qui a été commandée par l'État, la région et l'Europe pour justement mieux comprendre ces animaux dangereux, pour pouvoir mieux adapter la réponse opérationnelle de la gestion du risque requin. Et tenter donc de trouver des solutions. On prend la direction de la régie, Laurence Tensiopo, des réactions de téléspectateurs.
Et oui, on parle du profil des requins. Il y a des internautes qui se demandent si ces requins sont capables d'aller dans le lagon. Il y a Christophe sur Facebook qui affirme que des bulldogs ont déjà été observés plusieurs fois dans le lagon. Un lagon bien plus ouvert que les autres lagons du monde, écrit-il. Et puis Gaëtan sur Twitter demande s'il y a un lien entre la recrudescence des requins et la dégradation de notre lagon. La réponse des spécialistes, M. Van Greveling, est-ce que le requin dans le lagon un jour, est-ce que c'est possible ? Je pense que c'est possible, mais ça relèverait de l'accidentel ou de l'originalité. On a tous en mémoire peut-être ces images de petits requins juvéniles bulldogs qui ont été observés dans une ravine à Saint-Leu, en centre-ville. Effectivement, ce genre d'observation est pas impossible. Maintenant, je pense pas que ça puisse représenter un réel danger. Ce sont des requins qui, s'ils arrivent dans le lagon, c'est par accident et non pas volontairement pour aller happer un quelconque baigneur ou surfeur. Antonin Blaison, requin dans le lagon. Vous partagez l'avis de M. Van Greveling ? Oui, je partage tout à fait son avis sur le fait qu'effectivement c'est possible. Après, faudrait essayer de comprendre pourquoi effectivement ces requins ils iraient dans le lagon et si effectivement et la taille de ces requins qui seraient capables d'aller dans le lagon. Parce qu'a priori, un requin de 3 mètres qui va dans un mètre d'eau, c'est un peu un milieu où il va être à l'aise. Donc oui, c'est possible. Après, est-ce qu'effectivement ça peut être fréquent? J'ai pas la réponse. On prend la direction du port, la base navale, où Nicolas Le Bianic, directeur du CROSS, souhaite intervenir. Oui, très rapidement sur le sujet effectivement du lagon. Ce que l'on peut dire, c'est que depuis 2011, on concentre de façon régulière toutes les observations de requins au niveau du CROSS. Bon, le lagon est une zone très fréquentée et depuis 2011, on n'a pas, à l'exception effectivement du cas exceptionnel qui a été soulevé par Jerry Van Greveling, on n'a pas eu d'observation et de présence de requins dans le lagon. Donc le lagon aujourd'hui reste un endroit où la pratique des activités nautiques est possible, même si effectivement le cas exceptionnel ne peut pas être écarté. Mais de façon concrète, depuis 2011, on n'a pas eu d'informations relatives à la présence de ces requins dans le lagon. Merci Monsieur Le Bianic. Nicolas Martineau, Thierry Martineau, pardon. La mairie de Saint-Paul, on l'a dit, est très concernée par cette situation. Les Saint-Paulois attendent des actions. Pour vous, quelle serait la priorité? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors déjà, comme je vous disais tout à l'heure, Patrick Flores, donc, qui est chargé des activités nautiques sur la commune de Saint-Paul. Patrick Flores, qui est l'entraîneur des équipes de France de surf et père de Jérémy Flores, surfeur professionnel. Donc vous imaginez bien qu'on a affaire, on pense à la bonne personne pour essayer de régler ce problème-là. Patrick Flores, il a rencontré plusieurs sociétés pour avoir des devis sur des postes de filet de dernière génération. Donc voilà, on attend de voir, mais je ne peux pas vous parler vraiment de ces postes de filet pour un respect par rapport à ces sociétés et de systèmes, pour jouer à la transparence, parce qu'on va lancer un marché d'appel d'offres. Je peux pas avoir. Mais tout à l'heure, on parlait par exemple du temps de la science qui ne répondait pas vraiment à l'urgence de la situation. Vous comprenez que les Saint-Paulois et même tous ceux qui viennent sur les plages de l'Ouest attendent des actions. Pour l'instant, on ne peut pas se baigner. On ne peut pas pratiquer d'activité nautique. Donc, nous, actuellement, sur la commune de Saint-Paul, nous sommes en phase de concertation. Donc, on est en phase de concertation, c'est-à-dire on regarde ce qui est possible de faire et de ne pas faire. Parce qu'on ne veut pas faire n'importe quoi dans l'urgence. Voilà, tout simplement. Mais on y travaille déjà le lendemain des élections. Patrick Flores travaillait déjà sur ce sujet. Alors, on va parler des dispositifs de sécurité. Pour vous, quelle serait la meilleure solution? Alors moi, en ce qui me concerne, ce serait de remettre à l'eau le protocole Vigie-Requin. Mais je profite de la présence de M. Blaison pour voir ce qu'il en pense, parce qu'il est en charge, en collaboration avec la Ligue rennaise de surf, que je remercie aussi d'ailleurs tous ces bénévoles qui travaillent avec l'IRD pour cette validation de protocole Vigie-Requin. Moi, à mon sens, je pense que c'est une solution, c'est pas la solution, c'est une solution parmi tant d'autres, mais pour moi, ça pourrait être déjà une bonne solution. Antonin Blaison. Alors, effectivement, moi je me suis mis dans ce projet-là parce que je pense également que c'est une des meilleures solutions à l'heure actuelle qui existe, parce qu'il n'existe pas 30 000 solutions qui ont un côté écologique fort, un côté sécurité qui
pour l'instant a fait ses preuves. Il n'y a pas beaucoup de systèmes actuels qui concilient les deux, et je pense qu'effectivement, dans l'avenir, les vigirequins répondent assez favorablement à ces deux critères-là. Donc après, nous, on est en charge de justement faire une évaluation de ces vigirequins sur plusieurs aspects, sur l'aspect sécurité même pour le vigie, sur l'aspect surveillance. Donc, est-ce que les vigirequins sont capables d'observer un requin qui s'approche d'une zone de surf ou de baignade, parce que c'est pas forcément lié qu'au surf. Et après, la capacité du vigie en lui-même à répulser le requin. Donc ça, c'est basé sur une théorie qui est assez bien acceptée par l'ensemble des scientifiques, mais aussi de tous les plongeurs apnéistes, sur le fait qu'une fois qu'on occupe la colonne d'eau, un requin qui est venu pour prospecter une zone, s'il sait qu'il est vu, aura beaucoup plus de chances de quitter cette zone. Vous l'avez constaté, le requin a bien peur de l'homme. Alors nous, on l'a observé pendant les campagnes de Shark, où on se mettait à l'eau en apnée. Et après, il y a beaucoup de témoignages qui ont été faits dans ce sens-là. Et après, ça fait quand même 2 ans que la Ligue de surf réunionnaise et d'autres associations ont mis en place les vigirequins et ont observé justement un comportement beaucoup plus craintif des animaux en présence de l'homme dans la colonne d'eau. Donc voilà, donc pour la piste vigirequin. Nicolas Le Bianic en direct du port. Oui, alors je voulais juste quand même apporter une précision. Donc j'ai bien entendu effectivement les propos de Monsieur Martineau et le souhait de la commune de Saint-Paul, très légitime, comme celui des autres communes, d'avancer sur la sécurisation. Je voudrais simplement faire un rappel pour dire que depuis 2011, sur l'ensemble de l'effort financier qui a été consenti sur le risque requin, 1/3 de cet effort a concerné la science et les études scientifiques. Donc comprenant effectivement le programme Shark, l'étude Vigie qui vient d'être évoquée par Monsieur Blaison, une étude sur les dispositifs de sécurisation qui avait été commanditée par le Conseil régional de la Réunion. 1/3 de l'effort financier a été consacré aux mesures de protection. Donc dans ces mesures de protection, on peut classer notamment les actions de pêche, de capture, donc que l'on pourra développer, ainsi que les mesures de protection des zones de baignade, donc avec les poses de filets à la fois sur les sites de Saint-Paul et d'étangs salés. Et enfin, le 3e tiers, ce sont des mesures de surveillance, puisqu'il y a une politique importante à la fois d'acquisition de moyens nautiques au profit des associations et des clubs de surf, et une politique d'emploi, d'emploi aidé notamment, à la fois dans les postes des maîtres nageurs sauveteurs et au profit des associations pour mettre en œuvre le dispositif Vigie qui a été rappelé tout à l'heure. Voilà. Donc voilà. Donc pour la répartition. Ces 3 tiers donnent une image globale de ce dispositif équilibré que l'on essaye de construire. Voilà donc pour la répartition des moyens, Monsieur Le Bianic. Mais tout à l'heure, Monsieur Rassiga disait qu'en attendant que les études soient terminées, en attendant qu'il y ait une solution, il valait mieux ne pas retourner à l'eau. Est-ce que vous, ce soir, vous pouvez dire, en tant que représentant de l'État, est-ce que vous pouvez dire aux Réunionnais qui nous regardent que l'État fait tout pour sécuriser la baignade, pour qu'on puisse de nouveau retourner à la mer? Alors l'État n'agit pas seul sur ce dossier. L'État agit en partenariat avec les collectivités locales et notamment avec les mairies et le conseil régional. Les mairies, comme vous le savez, ont une responsabilité particulière dans la bande des 300 mètres vis-à-vis des activités de baignade et des activités nautiques de type surf. Donc l'État accompagne ces collectivités pour aller, je dirais, avec eux vers une sécurisation des activités nautiques. Pour répondre également et réagir aux propos de M. Rassiga, je crois qu'il a parfaitement raison. Aujourd'hui, la prudence s'impose à l'évidence. On est aujourd'hui le 4 juin. Si on regarde effectivement sur les 3 dernières années, les 5 attaques mortelles qui ont été évoquées ont toutes eu lieu au mois de juin, de mai, de juin, de juillet et de septembre. Donc aujourd'hui, il y a un arrêté d'interdiction qui a été pris par le préfet, dont la finalité n'est pas d'interdire l'accès à la mer, dont la finalité est de protéger les Réunionnais, parce que effectivement aujourd'hui, en dehors des zones sécurisées
et des lagons, il y a un risque qui est très élevé et qui suppose d'attendre qu'on avance un peu plus fortement sur les dispositifs de sécurisation. Mais on a des espoirs importants, que ce soit au travers du dispositif Vigie, qui répond à une partie de la problématique, ou au travers d'actions de pêche, des actions de pêche qui doivent être orientées, ciblées, parce que l'objectif ce n'est pas d'attraper un volume important du requin. Et on va en parler tout de suite. Mais d'abord la parole à Géry Van Grevelin qui voulait ajouter quelque chose sur ce point avant de parler justement de la pêche, des prélèvements. Faut-il les intensifier? Ce sont des questions que posent les téléspectateurs. Mon propos sera lié à la question suivante. Moi, je voulais juste intervenir et revenir sur le sujet des marquages qui effectivement peut poser des questions, peut interpeller lorsqu'on voit effectivement des scientifiques relâcher des requins qui sont des tueurs en puissance quelque part. On peut effectivement au premier abord, au premier degré se dire voilà quelle culpabilité on peut avoir dans cette démarche. Je pense qu'il faut aussi prendre du recul et essayer de comprendre sur le long terme la démarche scientifique qui n'est pas incompatible avec la démarche de sécurité. Bien au contraire, ces deux aspects sont intimement liés, ils sont complémentaires, ils sont indissociables. Lorsqu'on relâche un requin qui est marqué, il va très vraisemblablement apporter des informations très utiles en termes de connaissances et aussi de prévention. S'il n'y avait pas de requin marqué, on ne pourrait pas faire le programme Vigie requin qui vient d'être exposé, puisque il est basé sur le comportement des requins qui sont détectés parce qu'ils sont marqués. Mais maintenant que nous avons marqué des requins, maintenant qu'on en sait un peu plus, qu'est-ce qu'on fait? C'est la question que se posent de nombreux réunionnais ce soir. Pourquoi ne pas lancer des campagnes de prélèvement massif? C'est une question qui a été posée par un téléspectateur. Je vous propose d'écouter ces réactions de pêcheurs de l'Ouest. Ils répondent justement à cette question de la pêche aux requins. Écoutez. Ben oui, s'il laisse à nous la pêche, nous pêche. Mais s'il laisse pas nous la pêche, comme nous fait. Parce qu'il nous mange le requin, nous. Ben. Bon, qui serait une bonne chose. Ben oui, ça serait une bonne chose s'il laisse à nous la pêche. Encore pêche, c'est 6 bacs à l'air. Parce qu'il bec aussi le petit requin marathon. Il fait 1 kg, 1,5 kg. Pour le pêcher de requin, normalement, ça fait normal. Les alcades de plaisance avaient beaucoup sur la baie Saint-Paul là. Il avait moins de requins que la piste spéciale. Mais donc, du ben diminuer sur la pêche au goulette au moulin, il a dit comment il détruit au repas par-ci par-là. Au bout du compte là, s'il était là, le pêcher à pêcher normalement là, ça fait que le requin te vient moins dans la baie, te bouffe moins de monde. Mais donc, histoire de la ferme la réserve là, je mets des quotas, il est pour se pêcher dans la réserve, tout à fait normal que le requin, là, il trouve ça c'est comme un grand aquarium, il vient, il bouffe de monde à tête à l'âme. Quand la mer est sale, il ne pètera pas rien. Allez, il passe partout, il pareil un requin sagrin. Le requin sagrin, c'est lui-même, il mange tout là. Toute façon, il m'a dit. Seulement, il y a terre là-bas, il y a quasiment terre là. Il faut dans la grande mer. La terre là, non. Il n'y a pas rien. Voilà pour ces réactions de pêcheurs à propos de la pêche aux requins. Et on prend la direction de la base navale du port. Nicolas Lebianic, vous venez d'entendre comme nous ces réactions. Est-ce qu'une intensification des prélèvements, est-ce qu'un retour de la pêche aux requins, c'est envisageable ? Alors tout d'abord, il faut rappeler que les deux espèces de requins, tigre et bulldog, ne sont pas des espèces protégées. Donc la pêche de ces requins, par principe, n'est pas interdite. Et elle est tout à fait possible sur les côtes de la Réunion. Ça, c'est un premier point de rappel. Ce qui apparaît aujourd'hui possible, c'est d'employer la pêche comme méthode de sécurisation. Et je crois qu'on a un contexte local qui pourrait être adapté pour la mise en œuvre de certaines techniques de pêche. Comme je le disais tout à l'heure, il faut que ces techniques de pêche permettent le ciblage des individus les plus proches des zones d'activité nautique. L'objectif, ce n'est pas, je me répète, de faire du volume de capture de requins, ça n'aurait pas de sens. Par contre, les requins qui nous posent problème, c'est une évidence, ce sont les requins qui sont proches des zones d'activité nautique. Donc une pêche ciblée et une pêche maîtrisée, parce qu'une pêche qui ne serait pas maîtrisée pourrait
créer plus de dégâts et de difficultés qu'une pêche dont on maîtriserait véritablement les conditions. Merci, monsieur. Sur ce point-là, je terminerai quand même peut-être pour compléter, pour dire qu'on a 2 programmes importants qui sont en cours. Il y a un programme donc qui s'appelle le programme Cap-Requin, qui est conduit par le comité régional des pêches, qui met en œuvre différentes techniques pour voir si ces techniques de pêche peuvent être efficaces dans un objectif de sécurisation. Et on a également un programme que l'on appelait programme Ciguatera, qui a pour objectif d'examiner les conditions de réintroduction dans le modèle économique des petits pêcheurs de la capture de ces requins. Donc créer des filières et débouchés pour la filière de pêche. Justement, monsieur Le Bianic, qu'a donné l'étude Ciguatera? Quelles sont les conclusions? Alors, aujourd'hui, on n'a pas de conclusion. On a déjà des premiers résultats. Alors, les premiers résultats, en tout cas sur le volet Ciguatera, on en dispose sur un premier échantillon de 24 requins, 12 tigres, 12 bulldogs. Et sur ces requins, il n'y avait pas, dans les protocoles de test, d'identification de ces toxines. Néanmoins, cet échantillon de 24 requins n'est pas suffisant pour prendre une décision en toute connaissance de cause. Donc là, on est engagé dans un processus de prélèvement de 90 requins supplémentaires, 45 tigres, 45 bulldogs. Et donc là, les résultats pour l'instant ne sont pas encore disponibles. Le processus de pêche et de capture est engagé, ainsi que le processus d'analyse. On quitte le port, on prend la direction de la régie avec vous, Laurence Tiensiopo. Oui, vous commencez à aborder la question de la pêche comme éventuelle solution. Sur Twitter, les internautes sont un petit peu plus pessimistes. Ils ne voient pas trop de solutions, comme l'ANA Del Réunion qui nous dit des années d'études et toujours rien de concret à nous communiquer, mis à part l'évidence. TICAF 974, c'est bien de mettre des émetteurs, mais quand les requins sont trop près, il faut penser à une solution. Ou encore Tipiman, ce reportage met en évidence la colonisation de nos côtes, mais point de solution en vue. Oui, merci Laurence Tiensiopo. Une question, Antonin Blaison. On l'a vu dans le documentaire, une femelle, un requin femelle pêché avec 42 petits dans son ventre. Qu'est-ce qu'on fait des 42 petits? Là, il y en a, du coup, là, on a vu dans le reportage, il y en a un qui a été relâché et les autres, ils ont été disséqués en laboratoire pour justement étudier la reproduction de ces espèces-là. Et qu'est-ce qu'on sait sur la reproduction de ces espèces? Puisqu'on parle d'une augmentation de la population des squales, beaucoup plus de requins autour de la Réunion. Alors qu'est-ce qu'on sait de la reproduction? Finalement, très peu de choses. Il y a 2 aspects dans la reproduction. Il y a l'aspect effectivement reproductif, donc le taux de fécondité, le nombre de petits à la naissance, le taux de survie de ces animaux jusqu'à l'âge adulte. Donc là, on a quelques chiffres, notamment sur le tigre. On sait qu'il se reproduit a priori une fois tous les 3 ans. Il a des portées qui font entre 30 et 50 en moyenne, avec des records à 80. Et par contre, un taux de survie la première année de ces petits qui est de l'ordre des 50%. Donc finalement, sur ces 30 à 50 petits, il y a très peu d'individus qui atteignent l'âge adulte. Quand je dis l'âge adulte, il passe d'une taille à la naissance de 80 cm à peu près à une taille adulte qui est autour des 3 mètres. Voilà, donc ça, c'est pour le tigre. Et après, pour le bulldog, là, on connaît encore moins de spécificité. Donc ils ont des portées qui peuvent aller d'un seul individu jusqu'à 20 individus. Donc notamment à La Réunion, on a pêché des femelles avec 20 petits à l'intérieur. Après, on sait très peu de choses sur le taux de survie de ces individus, mais on sait qu'en général, les femelles, elles vont mettre bas dans des zones à faible profondeur d'eau, parce qu'il existe en fait du cannibalisme intraspécifique. Donc, c'est-à-dire que les gros individus vont manger les petits. Ça serait une sorte d'adaptation à ce phénomène-là. Jean-François Nativel, est-ce que là encore on peut dire que vous en savez un peu plus sur la reproduction? Moi je me permettrai de citer les 2 personnes qui sont présentes. Alors, Monsieur Greveline, dans sa thèse en 1994, nous parlait pour les bulldogs par exemple d'une période de gestation de 10 à 14 mois avec des accouplements du fin printemps à début de l'été. Monsieur Blaison, dans les conclusions du programme scientifique Shark, ils sont sur une période d'accouplement du mois d'avril au mois de septembre, c'est-à-dire totalement l'inverse. Donc déjà, je me dis que dans le cadre de votre étude bibliographique que vous avez sortie en avril-juin 2012, préalable au lancement même du programme, vous avez quand même mis que
Les adultes passent la majorité du temps au même endroit, sauf l'hiver où ils disparaissent pour se reproduire dans d'autres régions du monde. Donc il y a quelques décalages un petit peu qu'on aimerait. À plusieurs reprises dans ce débat, Jean-François Nativelle, vous avez pointé les contradictions de la science. Ceci dit, vous l'avez dit vous-même, on a bien besoin de ce travail pour la science. Pour comprendre donc quelle solution. Alors je vous pose cette question, quelle solution pour sortir, en tout cas pour relever la tête après cette crise requin. La solution déjà, parce qu'il nous reste très vous avez utilisé tout à l'heure le mot intensification de la pêche. Ce genre de mot-là, ce n'est pas adapté. C'est un retour à une pêche traditionnelle telle qu'elle avait lieu dans les années au cours du XXe siècle. Demandez à M. Greveline, il connaissait M. Agostini qui pêchait des requins tigres. Il en a tiré une centaine, M. Greveline, entre 80 et 92. Tout le monde pêchait des requins à La Réunion. Et d'un coup, tout le monde a arrêté de pêcher les requins. Depuis 1999, il y a le grand tabou autour du requin. Les gens sont persuadés que c'est interdit. Alors vous avez vu M. Le Bianic lui-même et prône ce retour. Donc il faut faire très attention au langage. C'est juste un retour à une pression de pêche sur ces 30 km de côte qu'on a ici, plus particulièrement, où il y a l'enjeu nautique. Il ne s'agit pas d'aller dans l'océan chercher des requins, bien évidemment. Thierry Martin. Moi, je voulais juste revenir justement sur ce que disait M. Le Bianic, que les espèces de requins, bulldog et tigres ne sont pas justement des espèces protégées. Mais j'ai envie de dire, si on pêche, on fait quoi? On fait quoi avec ce requin? Il y a des pêcheurs, vous avez bien vu dans votre reportage, ils sont prêts à les pêcher, mais comment on ne peut pas le commercialiser? C'est à quand on peut le commercialiser? C'est là où est le problème, c'est qu'il y a des gens qui vivent de la pêche. Votre point de vue, M. Rassiga, sur ce point justement de la pêche? La pêche au requin, je suis pas pour l'éradication de la race. Alors peut-être qu'il y a plus de requins parce que, comme dit M. Nativelle, il y a eu un arrêt de la pêche traditionnelle. Est-ce que repêcher le requin aujourd'hui ramènerait une sécurité supplémentaire? Je n'ai pas la réponse non plus. C'est des poissons territoriaux. On sait que, M. Blaison ne va pas contredire, que un effort de pêche ou une activité humaine sur une zone a tendance quand même à les éloigner. C'est bien ce que vous êtes en train de prouver avec le programme Vigie et que vous cherchez à prouver. Donc il faut rester cohérent. On a mis une réserve marine, on supprime les humains, les activités. Il faut pas s'étonner maintenant si on est... Moi, je veux juste préciser là, sur ce que vous venez de dire. Le programme Vigie Requin n'inclut pas de pêche des requins. Hein. Non, mais vous incluez la présence humaine qui va permettre d'effaroucher les requins. Oui, donc on est bien sur deux choses différentes à travers la réserve, que ce soit la pêche. Les propos qui sont sur les vigies requins et la pêche. Oui, moi je contredirais pas non plus, effectivement. Et ça paraît logique, si on a plus d'impact sur la population, on va la réduire et mathématiquement on va peut-être diminuer la probabilité d'un accident. Cela dit, encore une fois, il faut essayer de voir plus loin. Et je pense que c'est pas en cassant le thermomètre qu'on arrête la fièvre. Il faut essayer de connaître la cause de cette présence. On ne sait pas s'il y a une surpopulation. On pense qu'il y a en tout cas une surfréquentation. Il y a une suraccidentologie, ça c'est prouvé. Maintenant, si ces requins sont plus nombreux, plus fréquents ou plus agressifs, il ne suffira pas de les supprimer pour résoudre le problème. Il faut essayer de comprendre pourquoi on en est arrivé là. Et pour ça, on a besoin, encore une fois, d'un peu de temps. On a besoin aussi d'un peu de patience. On a besoin aussi de compréhension. Et de notre côté, enfin de mon côté, je pense que c'est partagé. Il y a de la compréhension des inquiétudes, de la compréhension de l'impatience, de la passion du surf, de la passion des drames qui se sont passés. Mais encore une fois, il faut renouer la confiance entre les gens de la science, les usagers, les élus. Enfin, je pense qu'on pourra s'en sortir vers le haut que si on se fait confiance et que si on avance ensemble. Ce n'est pas en pointant telle ou telle petite inexactitude sur des documents scientifiques qui ont 20 ans de décalage. Et pour vous avez écrit. Oui, j'assume. Et je pense ils sont repris un peu partout aussi également. Hein. Bien sûr, mais j'assume. Et j'assume aussi les erreurs s'il y en a. Antonin me contredira s'il y en a, ou je ne sais pas. Comme celle de condamner la pêche en 2011, par exemple. Non, la pêche, c'est vous parlez de la pêche, la pêche au requin. On va quand même écouter le point de vue des Réunionnais. On en parlera peut-être hors antenne, parce que je pense que ça passionne pas les foules. C'est bien que les Réunionnais. Monsieur Nativelle, s'il vous plaît, nous allons écouter, parler des Réunionnais, nous allons écouter justement le point de vue de certains Réunionnais. Quelle solution pour essayer de sortir de cette crise requin? Nous leur avons posé la question. On écoute. Je suis pour parce qu'ils mangent des gens.
et les touristes ils viennent rappeler à La Réunion. Ben moi je suis pour, hein, parce que vu les dégâts qu'ils ont fait, je pense qu'il faudrait peut-être en capturer pour les faire fuir un petit peu. Et puis pour aussi qu'il y ait un peu moins de mauvaise pub sur La Réunion. Maintenant je suis pas spécialiste des requins, je préfère laisser ça un petit peu aux spécialistes, mais bon il faut prendre des mesures radicales je pense. Hein. Autant je sais pas moi, mais tiens un peu quand même le requin, mais assassiner un peu, pas beaucoup. Tout ça sur la côte, élimine un petit peu. Ouais, les gens vont arriver un petit peu au large. Ben, et pas plus que ça. C'est pas beaucoup, hein? Juste un petit peu même. Quelque part, si c'est dans des zones assez rapprochées de l'homme, il faudrait essayer de trouver un système où on puisse les éloigner, qu'on ne serait de ne pas les tuer, puisque c'est un animal quand même qui protège la mer, en guillemets, puisqu'il récupère tous les décharges, quoi, on va dire, dans la mer. Et je pense c'est comme le lion sur la terre. Voilà. Voilà donc pour ces réactions de Réunionnais qui répondent à cette question. Est-ce qu'il faut reprendre la pêche des requins? On prend la direction de la régie avec vous, Laurence Tiantiopo. Oui, à propos des solutions, les internautes proposent deux solutions totalement opposées. La pêche aux requins ou alors ne plus rentrer dans l'eau du tout. Et puis il y a aussi Mylène sur Facebook qui demande pourquoi est-ce que nous n'avons pas mis en place des drumlines comme en Australie. Et puis autre solution, TICAF 974, interdire la pêche des gros bateaux au large des côtes de l'océan Indien car ils prennent le repas des requins. Merci Laurence Tiantiopo. Rapidement, pourquoi n'avons-nous pas mis des drumlines comme en Australie, Géry Van Greveling? Écoutez, Monsieur Le Bianic a évoqué un programme qui est en cours, qui s'appelle Cap Requin, qui est un programme qui vise justement à expérimenter ce genre de dispositif à La Réunion, avec des drumlines qui sont actuellement disposés dans un secteur expérimental de la baie de Saint-Paul. Donc ce programme, cette solution est à l'étude. Encore une fois, voilà, c'est expérimental. Il faut être ouvert, il faut laisser le temps, encore une fois, à l'expérimentation de se faire. Et il faudra suivre, je pense, les recommandations du comité scientifique de ce programme pour savoir si on peut déployer ces structures sur d'autres zones. À mon avis, encore une fois, il faudra faire confiance à la science. Il ne faudra pas faire un copier-coller entre des techniques qui sont utilisées à l'étranger et se dire qu'elles sont forcément applicables à 100% ad integrum sur le littoral réunionnais. Parce que ces dispositifs ont une efficacité, mais dans un secteur donné, avec des espèces données et dans un contexte particulier. Elles ne sont pas forcément superposables exactement de la même façon à La Réunion. Thierry Martineau. Oui, moi je voudrais juste réagir sur un sujet. On parle toujours de surfeurs. Monsieur Le Bianic a fait allusion à des écoles de surf. Les écoles de surf aujourd'hui, il n'y en a quasiment plus, voire plus du tout. Elles ont fait leur deuil. On parle de surfeurs. Je ne pense pas que c'est pas un problème de surfeurs aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un problème des usagers de la mer. Et au-delà de ça, c'est l'impact du tourisme, l'image même de la Réunion qu'on reflète à travers cette crise requin. Donc il faut arrêter de parler de surfeurs. Là maintenant, c'est un problème qui est plus général. On ne parle plus de Saint-Paulois, on parle de Réunionnais, mais on parle vraiment d'économie. On parle d'économie. Là, c'est... Nous approchons, c'est la fin justement de cette émission. Avant de vous donner la parole pour regarder en direction de l'avenir et voir comment est-ce qu'on pourrait s'en sortir, parce que c'est quand même le but principal, on prend la direction du port où on rejoint Nicolas Le Bianic. Monsieur Le Bianic. Oui. Alors tout d'abord une réaction rapide par rapport aux propos de Monsieur Martineau. Effectivement, hein, ce n'est pas un problème uniquement de surfeurs. Hein, et on a bien vu effectivement que l'accident de juillet 2013 concernait une baigneuse en baie de Saint-Paul. Donc c'est effectivement tous les usagers de la mer qui potentiellement aujourd'hui ont cette difficulté avec ce risque requin, hein, et pas une communauté en particulier. Et donc c'est bien un problème collectif qu'il faut résoudre. Ce que je voudrais simplement dire, c'est que au-delà de la grande qualité du documentaire de Monsieur Tézier, mon sentiment, c'est qu'un deuxième épisode devrait être établi, hein, puisque effectivement on a aujourd'hui de la connaissance qui s'est accumulée, qui nous éclaire dans un dispositif de réduction du risque un peu plus général. Hein. On a des expérimentations qui commencent à porter leurs fruits, et nous on a véritablement
vraiment l'espoir que dans les prochains mois, on aboutisse à des solutions concrètes, opérationnelles sur le terrain. Merci Nicolas Lubernic, directeur du CROSS, en direct de la base navale du port. Il y a quelques années, il y a 3 ans, en 2011, débutait cette crise requin à La Réunion. Beaucoup de tensions, beaucoup de colère, beaucoup d'émotions à ce moment-là. Aujourd'hui, 3 ans après, avec les résultats de ces premières études, est-ce que vous avez l'impression quand même que nous sommes sur la bonne voie, que La Réunion suit la bonne direction et qu'on va peut-être un jour savoir gérer cette crise requin, sortir la tête de l'eau? Thierry Martineau, c'est la conclusion. J'espère qu'en tout cas on arrivera tous à se réunir autour d'une table comme ce soir, et scientifiques, État, mairie, enfin les activités nautiques, les usagers de la mer, les présidents d'associations, la Ligue anglaise de surf, qu'on arrive tous à se mettre ensemble autour d'une table et à essayer de trouver une vraie solution. Je pense qu'on a besoin des scientifiques, on a besoin de s'appuyer sur une recherche scientifique. Maintenant, la recherche c'est une chose, mais il faut penser aussi à aller sur autre chose. Juste pour conclure, donc effectivement, comme est-ce qu'on est sur la bonne voie? Monsieur Grévlin, nous on demande que ça, de faire confiance à la science. Cette étude de 97 qui prônait les drumlines, elle date de 97. Et donc là actuellement, je précise que Monsieur Perry, Monsieur Guillaumard sont en Afrique du Sud pour présenter les smart drumlines devant la communauté internationale. Donc il y a des choses qui avancent. Et j'aimerais juste que rappeler que c'est depuis 97 que cette étude existe et que pour faire confiance à la science, il aurait fallu aussi que vous alliez un petit peu plus dans le sens de ces études dès le départ. Et je vous rappelle qu'en 2011, j'étais face à Franck Landron et qui m'a dit que ça, c'était poubelle. Et maintenant, en 2014, vous dites que ça, c'est envisageable. Donc je vous remercie. Les choses avancent, la Réunion bouge, vous le constatez, Jean-François Nativo. Vous vous en félicitez. Il y a eu les élections aussi qui ont fait, on va essayer de dépolitiser quand même ce débat. Au niveau de la réserve marine, il faut voir la réalité. Vous avez bien vu les articles dans la presse. La réserve, ça a bougé. Maintenant, il y a véritablement un contre-pouvoir scientifique et c'était nécessaire. Jerry Van Greveling. Et je pense que pour qu'on puisse avancer, faut déjà changer de ton. Faut pas s'agresser. Faut essayer de se respecter. Il y a des morts, monsieur Grévin. Oui, mais vous ne les représentez pas plus que monsieur Ratziga ici, qui a un discours beaucoup plus calme que vous, beaucoup plus constructif que le vôtre, moins agressif, et qui va dans le bon sens. Vous êtes à La Réunion, monsieur Grévin, s'il vous plaît, n'entrez pas dans ce jeu-là. Ça fait un petit peu plus que je suis à La Réunion. Et que vous parlez des requins, regardez ce que ça donne. Laissez finir, monsieur Grévin. Je suis responsable, à force de vouloir trouver des responsables partout et d'occulter votre propre responsabilité, vous nuisez au débat, monsieur Nativelle. Vous nuisez au débat et vous le tirez vers le bas. Il faut au contraire essayer de respecter ses interlocuteurs et on pourra avancer main dans la main. Mais si vous continuez perpétuellement... D'accord, mais ce que vous avez fait au départ, c'est. Mais voilà, le problème, c'est que vous êtes pathologique dans votre comportement. Il faut que vous arrêtiez. Il faut que vous compreniez que les gens travaillent. Ça fait 20 ans qu'on main dans la main pour avancer. Le débat continuera demain, notamment avec vous, Jean-François Nativelle, sur Réunion Première Radio. Là, c'est la conclusion. J'aimerais. Vous avez la parole depuis 20 ans. J'aimerais donner la parole, s'il vous plaît. C'est encore moi qui mène ce débat et je vais essayer de le refermer dignement. Je vais donner la parole à Antonin Blaison. Pour parler des victimes. Oui. Ce sera et le débat va continuer demain en radio sur Réunion Première avec Jean-François Nativelle, notamment Antonin Blaison. Oui, moi je suis du coup beaucoup dans l'esprit de Thierry, parce que justement moi je trouve que effectivement au début de la crise requin en 2011, il y a eu beaucoup d'affrontements selon les idéaux de chacun, et je trouve qu'en ce moment justement avec notamment plusieurs programmes qui sont pluridisciplinaires, donc là je pense au Vigie Requin et à Cap Requin, qui regroupe des pêcheurs, des associations d'usagers, la Ligue de surf, qu'on arrive enfin à essayer d'aller tous ensemble vers un objectif. Et j'espère que dans l'avenir, on va renforcer ces liens pour trouver une solution à cette crise requin. Le mot de la fin pour vous, Jean Ratziga. Espérons que ça change pour tous ceux qui sont restés. C'est donc la fin de ce débat. Monsieur Ratziga, merci. Merci à vous, chers invités. Merci à vous, téléspectateurs, d'avoir pris part à ce débat, d'avoir suivi ce documentaire, cette enquête inédite. Je l'ai dit, le débat continuera demain matin dès 8h avec Claude Montanet sur Réunion Première Radio. Et Éric Sparton, président de la Ligue de surf, sera l'invité de Grand Matin. La semaine prochaine, les mercredis de l'info vous emmèneront sur les traces d'un Réunionnais célèbre, Roland Garros. Excellente soirée à tous. Merci.